Bonjour à tous, bienvenue à la séance d'information sur l'AVC, section gestion de la fatigue et du sommeil post-AVC. Les objectifs de cette formation sont de connaître les signes de la fatigue, de connaître les causes de la fatigue, apprendre des outils pour gérer la fatigue, connaître les troubles du sommeil post-AVC et enfin apprendre des trucs pour mieux dormir. La fatigue après l'AVC. Il est tout à fait normal de sentir de la fatigue après un AVC. Donc, il y a environ 30 à 70 des gens post-AVC qui ressentent cette fatigue. La fatigue post-AVC est différente de la fatigue habituelle. Ne s'améliore pas toujours avec le repos et n'est pas toujours liée au niveau d'activité. La fatigue après l'AVC est un problème majeur pour plusieurs survivants d'un AVC et peut avoir un impact négatif sur la capacité à participer pleinement dans la réadaptation, l'autonomie dans les activités de tous les jours et un impact sur le retour au travail et les relations sociales. Dans les premières semaines et premiers mois post-AVC, le cerveau et le corps guérissent. Le processus prend beaucoup d'énergie et la fatigue est souvent plus intense et tout à fait normale. Qu'est-ce qui explique la fatigue post-AVC? Donc, des raisons pour expliquer la fatigue post-AVC sont entre autres le changement au niveau de votre sommeil. Et aussi, parfois, il y a des effets secondaires de certains médicaments. Donc, exemple, pour traiter la douleur, la dépression, l'hypertension ou l'épilepsie. Il y a aussi des conditions médicales associées. Par exemple, l'anémie, le diabète, l'hypofonction de la glande thyroïde, certains problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires et la dépression. D'autres raisons pour expliquer la fatigue post-AVC, c'est des changements au niveau des émotions. Donc, parfois, on ressent de la frustration, de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, des sentiments dépressifs qui peuvent expliquer la fatigue post-AVC. Et aussi le manque d'exercice. Donc, suite à un AVC, il y a un changement majeur au niveau de votre routine pendant puis après l'hospitalisation. Et il y a une baisse importante des capacités physiques qui limite les possibilités de faire de l'exercice et le manque d'exercice peut expliquer la fatigue post-AVC. Autre raison pour expliquer la fatigue post-AVC, c'est les changements nutritionnels. Donc, changement important au niveau de la diète due à l'hospitalisation et la diminution de l'appétit. Vous avez autant d'énergie qu'avant votre AVC, mais vous l'utilisez différemment. Donc, parce que vos activités vous demandent plus d'efforts et de vigilance, comme les activités simples, comme les soins personnels, vous laver, vous habiller, parler, marcher, prendre des décisions, lire votre journal, gérer votre horaire, sont des activités qui vous demandent plus d'énergie qu'avant votre AVC. Un petit vrai ou faux? Si vous êtes fatigué, vous devriez prendre des pauses de repos. La réponse est vraie. Donc, si je suis fatiguée, donc ça ne sert à rien de planifier mes activités à l'avance. La réponse est faux. De planifier vos activités à l'avance vous permet de mieux gérer vos activités et de mieux les équilibrer dans votre journée. Je ne devrais pas faire d'exercice car cela me fatigue encore plus. La réponse est faux. Donc, plus vous allez faire de l'exercice,
plus vous allez bâtir votre énergie, plus vous allez augmenter votre tolérance. En travaillant assis plutôt que debout, je peux sauver jusqu'à 25% d'énergie. La réponse est vrai. Donc, en travaillant assis, ça vous demande moins d'énergie que de travailler debout. Comment gérer ma fatigue? Donc, d'abord, il faut consulter votre médecin afin de savoir si la fatigue est due en partie à votre prise de médicaments ou à une condition médicale particulière. Aussi, il faudrait consulter une diététiste pour mettre en place un régime alimentaire qui augmente votre niveau d'énergie. Autre moyen de gérer votre fatigue, c'est de prendre le temps de connaître votre fatigue. Puis comprendre que ce problème-là est vraiment commun suite à un AVC. Il faut aussi expliquer à votre famille et à vos amis qu'est-ce que c'est la fatigue suite à un AVC et ce que vous ressentez vous personnellement, car ils peuvent être un grand support pour vous. Donnez-vous aussi du temps pour récupérer à la suite de votre AVC et pour vous sentir moins fatigué. La fatigue peut prendre quelques mois à s'améliorer et parfois même plus. C'est important aussi de respecter vos limites, d'écouter votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Autre moyen de gérer votre fatigue, c'est de ne pas vous pousser si vous vous sentez bien dans une journée. Ne pas en faire trop dans une journée où vous vous sentez bien parce que vous pourriez le payer cher le lendemain. C'est important aussi de diminuer vos attentes car vous prenez plus de temps et d'énergie pour réaliser vos activités qu'avant votre AVC. Ne tentez pas d'en faire autant ou de faire les choses aussi vite qu'avant votre AVC. Un autre moyen de gérer votre fatigue, c'est aussi de vous garder un journal de vos activités, de ce que vous faites chaque jour. Ça peut vous aider à voir vos progrès dans le temps, puis à vous encourager. C'est important aussi d'organiser vos journées. Donc, afin de vous trouver un équilibre d'une journée bien balancée. Aussi, important de planifier des moments de repos dans votre journée pour recharger les batteries. Les activités exigeantes, essayez de les placer après avoir fait votre repos. Donc, peut-être plus le matin ou après votre petite sieste d'après-midi. Planifiez vos activités un jour à l'avance. Prévoyez aussi le niveau d'énergie qu'exige chaque tâche. Donc, je vais vous montrer le niveau d'énergie avec des échelles un peu plus tard. Établissez aussi des priorités. Quelle tâche est plus prioritaire par rapport à une autre pour bien équilibrer votre semaine? Surtout, il faut respecter cet horaire-là. Voici des exemples de grilles d'horaire que vous pouvez utiliser pour planifier votre semaine et vos journées. Il y a aussi un outil que vous pouvez utiliser qui est l'échelle de perception de l'effort. C'est une échelle qui est cotée de 0 à 10. 0, c'est une activité qui vous demande aucun effort. Ensuite, 4, 5, c'est une activité qui va vous demander un effort qui est modéré, moyen. Puis une activité qui est cotée 10, c'est une activité qui est très, très difficile. Puis c'est une activité qui est tellement difficile à faire que vous devez arrêter. L'autre outil que vous pouvez utiliser pour coter votre fatigue, c'est l'échelle de perception de la fatigue. C'est un peu le même principe, c'est une échelle de 0 à 10. Donc 0, c'est une activité qui va vous générer aucune fatigue. Donc vous êtes en pleine forme même après avoir fait cette activité-là.
4 à 6, c'est une activité qui vous génère un peu de fatigue. Donc, c'est une activité qui va vous fatiguer légèrement. Et 10 sur 10, c'est une activité qui est trop exténuante pour vous. Donc, vous êtes vraiment exténué après avoir fait cette activité-là. Idéalement, il faudrait éviter ce type d'activité-là pour ne pas décharger votre batterie au complet. Façon de gérer votre fatigue aussi, c'est d'organiser votre maison pour réduire les déplacements à l'intérieur de votre maison. Donc, si vous pouvez éviter d'utiliser les escaliers ou de les utiliser le moins possible, vous permettrait de mieux gérer votre fatigue. Les objets les plus souvent utilisés, de les mettre à portée de main. Puis de créer des zones d'activité. Donc, vous ne devez pas vous déplacer trop dans la maison pour vraiment maximiser votre énergie. Autre moyen, c'est de ne pas rester longtemps dans la même position, que ce soit debout ou assis. Donc, quand vous êtes debout, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un pied sur un tabouret quelques minutes, puis changer de pied pour essayer de diminuer la pression sur vos jambes. La position assise aussi. Donc, c'est important de vous lever régulièrement dans la journée et de ne pas rester assis trop longtemps. Autre moyen de gérer la fatigue, c'est de vous asseoir pour faire certaines activités parce que ça vous demande moins d'énergie d'être assis que debout. Donc, par exemple, vous pouvez couper vos légumes, plier, repasser vos vêtements, vous laver, vous coiffer, vous sécher les cheveux en position assise afin de maximiser votre énergie. Autre moyen, c'est d'utiliser certaines adaptations qui facilitent vos activités. Vous pouvez en discuter avec votre ergothérapeute. Donc, comme exemple, vous pouvez utiliser les pinces à long manche, utiliser un ouvre-boîte électrique pour ouvrir les boîtes de conserve, utiliser un panier sur une roulette pour faciliter le transport de vos objets, utiliser une desserte, par exemple, utiliser un tabouret, une chaise haute adaptée pour faire vos activités comme la cuisine, puis être à une bonne hauteur pour pouvoir couper vos légumes, par exemple, au comptoir. Autre façon de gérer la fatigue, c'est de changer vos façons de faire. Donc, vous pouvez utiliser le magasinage en ligne, laisser, par exemple, sécher la vaisselle dans un égouttoir au lieu de l'essuyer, utiliser le lave-vaisselle, faire une liste de vos repas de la semaine pour mieux planifier votre semaine, acheter des légumes déjà coupés. Ce sont des exemples que vous pouvez utiliser pour changer vos façons de faire. Important aussi de déléguer. Donc, peut-être confier à d'autres personnes certaines tâches qui vont vous demander plus d'énergie. Vous pouvez aussi faire une activité que vous aimez à tous les jours. Donc, afin de vous faire du bien. Donc, d'avoir le sentiment d'accomplir quelque chose qui vous fait du bien peut vous aider à gérer la fatigue. Important de faire de l'exercice à tous les jours. Tout ça avec l'accord de votre médecin, puis aussi l'avis de votre équipe traitante pour le faire de façon sécuritaire. Important de bâtir votre endurance en augmentant peu à peu la durée et l'intensité de vos exercices. Important aussi pour votre bien-être, c'est vraiment de célébrer vos succès. Puis garder une attitude positive face aux nouvelles choses que vous arrivez à faire maintenant. Maintenant que le volet plus fatigue est abordé, j'aimerais ça aborder avec vous le sujet du sommeil post-AVC.
Bien dormir est important pour récupérer à la suite d'un AVC. C'est sûr que tout le monde peut passer une mauvaise nuit, mais si un problème de sommeil interfère vraiment et souvent avec vos activités ou vous cause de la détresse, il s'agit peut-être d'un trouble de sommeil. Les effets du manque de sommeil chronique sur votre vie sont entre autres la fatigue, dont on vient de parler. Donc, la fatigue, c'est une diminution d'énergie, on peut être moins motivé, on peut avoir une diminution de la concentration, d'être capable de retenir des choses, donc une diminution au niveau de votre mémoire, l'impression d'être au ralenti parfois. Puis ça peut avoir aussi un effet sur votre bien-être, donc de diminuer votre bien-être général. Donc ça amène de la frustration, d'être plus irritable, peut-être des sentiments de détresse, de déprime, et une perte de plaisir général. Troubles de sommeil et AVC. Donc, un des troubles de sommeil fréquents, c'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est des arrêts respiratoires de 10 secondes ou plus quand vous dormez. Les signes d'apnée du sommeil sont par exemple de ronfler fort, chercher son souffle la nuit, avoir souvent mal à la tête ou la bouche sèche à l'éveil, avoir l'impression de ne pas avoir un sommeil réparateur, avoir de la somnolence importante le jour. Donc, c'est souvent des signes qui sont décelés par le conjoint ou la conjointe quand vous dormez. Donc, c'est important quand vous voyez ces signes-là d'en parler à votre médecin. Autre problème de sommeil, c'est l'insomnie. Certaines situations entraînent des périodes d'insomnie. Par exemple, une maladie, un événement stressant dans votre vie, l'hospitalisation. On parle d'insomnie chronique quand celle-ci dure plus de 6 mois. C'est souvent la réaction d'une personne à son insomnie qui fait que celle-ci devient chronique. Vrai ou faux? La médication est la seule solution à l'insomnie. Eh bien, la réponse est faux. Les médicaments sont efficaces pour une insomnie à court terme, mais ça diminue l'efficacité à long terme. Donc, changer ses habitudes puis ses pensées face au sommeil par la thérapie cognitivo-comportementale tend à améliorer le sommeil de manière durable. Comment devenir un bon dormeur? Alors, il faut mettre les conditions idéales. Donc, entre autres, avoir une chambre à coucher idéale. Par exemple, en étant une chambre à coucher silencieuse. Ce qui n'est pas toujours évident, mais vous pouvez vous procurer soit des bouchons d'oreilles. Il y a aussi des machines qui font un bruit blanc, qui vous aident, en fait, c'est un bruit constant, qui vous aide à favoriser le sommeil. Une chambre à coucher idéale est aussi une chambre fraîche. Donc, la température ambiante doit être relativement fraîche. Donc, vous pouvez vous procurer soit un ventilateur, avoir de l'air conditionné, garder la fenêtre ouverte pour avoir une température idéale. Aussi, idéalement, votre chambre à coucher doit être sombre. Donc, vous procurez des rideaux, des stores efficaces, ou sinon un masque de sommeil. Devenir un bon dormeur, vrai ou faux? Ce que je mange et ce que je bois durant le jour et la soirée affecte mon sommeil. La réponse est vraie. Donc, voici certaines recommandations. Par exemple, au niveau des liquides, il faudrait limiter la prise de liquide dans les 4 à 6 heures avant le coucher. La consommation de café. Maximum 3 cafés réguliers, 4 à 8 heures avant le coucher. Au niveau de la nourriture,
Ça serait bien de prendre une collation légère avant votre coucher, mais il faut éviter les repas trop copieux. Et la consommation d'alcool, idéalement l'éviter en soirée pour favoriser votre sommeil. Vrai ou faux? Si je dors mal une nuit, je dois essayer de dormir plus le lendemain pour récupérer. La réponse est faux. Parmi les recommandations, c'est dans le fond de vous lever à la même heure tous les jours pour créer une routine. Idéalement, évitez les longues siestes, surtout en après-midi, pour ne pas nuire à votre sommeil pendant la nuit. Si vous êtes très somnolent, limitez-vous à une sieste de maximum 60 minutes, puis tout ça avant 3 heures de l'après-midi. Idéalement, pour devenir un bon dormeur ou favoriser votre sommeil, c'est de vous réserver environ une trentaine de minutes avant le coucher un moment de détente. Je vous donne quelques idées. Donc, dans votre chambre à coucher, essayez de tamiser les lumières, de faire de la lecture, d'écouter de la musique relaxante, faire des séances de relaxation, prendre un bain en début de soirée pour favoriser la détente. Chose à éviter. Donc, faire du ménage intense avant d'aller vous coucher, faire des sports intenses, lire un livre ou regarder un film très stimulant, réviser votre budget, faire une activité trop intense au niveau intellectuel, puis vous disputer. Vous souvenir que pour devenir un bon dormeur, vous devez associer votre lit à dormir seulement. Donc, idéalement, ne pas manger dans votre lit, ne pas écouter la télévision, essayer de diminuer les conversations intenses, de placoter, éviter les chicanes au lit, et éviter de vous inquiéter ou de planifier votre journée du lendemain pour favoriser votre sommeil. Donc, favoriser vraiment la détente au lit. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous a aidé. Merci.